Donc, je suis venu vous faire un compte-rendu du sommet qu'il y a eu lieu à Hong Kong fin novembre dernier au sujet de l'édition du génome, où j'ai été missionné par l'Académie et Pascal Cossard pour participer. Donc pour introduire un petit peu ce Genome Editing Summit, c'est une initiative dont il y a eu une première édition déjà à Washington en 2015, qui regroupe des scientifiques, mais également des membres de comités d'éthique, des régulateurs, des membres de la société civile, pour réfléchir à ces questions et faire des propositions. En 2015, les conclusions étaient, en ce qui concerne la recherche fondamentale, qu'il fallait continuer et avancer. Sur les utilisations cliniques, on distingue les utilisations qu'on appelle somatiques, c'est-à-dire qu'on va aller tenter de guérir une maladie génétique chez un adulte, par exemple, en modifiant directement le génome de cellules dans des organes développés. Et là, il y a un consensus relativement large que ces thérapies, qui s'apparentent à en fait des thérapies géniques, peuvent continuer dans les cadres réglementaires qui existent déjà actuellement. En revanche, il y a le cas des thérapies qu'on appelle germinales, où dans ce cas, on va aller modifier les embryons et les modifications vont se passer de génération en génération. Donc, il s'agit là de choses beaucoup plus controversées. Et en 2015, l'avis était qu'il serait complètement irresponsable de procéder avec des modifications germinales, tant que les questions d'efficacité et de sécurité ne sont pas résolues, et tant qu'il n'y a pas de consensus large au niveau de la société pour avancer. Et finalement, en Washington en 2015, ont déjà soulevé qu'il fallait continuer les discussions à ce sujet. Et c'est donc en novembre dernier qu'a eu lieu à Hong Kong la deuxième édition de ce sommet, organisée par les diverses académies américaines, anglaises et chinoises, donc pour discuter des potentiels bénéfices et risques de ces technologies de modification du génome, des conséquences éthiques et culturelles, légales, régulatoires, et aussi par rapport à la perception et l'engagement du public. Donc je ne vais pas avoir le temps, dans un exposé de 15 minutes, d'aborder en détail tous ces points, mais je vais essayer de faire ressortir les choses qui, je pense, sont ressorties de cette réunion. Je vais d'abord vous parler des avancées technologiques récentes. Donc Pascal a, au début de notre séance, fait un très bon résumé de l'histoire de ces technologies de modification des génomes. Au cours des quelques dernières années, les développements ont été extrêmement rapides et les développements technologiques ont été nombreux. Tout d'abord, on a maintenant une bien meilleure compréhension de la technologie CRISPR-Cas9 que celle qu'on avait en 2015, notamment une bien meilleure compréhension des effets indésirables. On parle par exemple d'effets hors cible lorsque la nucléase Cas9 va couper ailleurs qu'à l'endroit voulu, pouvant introduire des modifications indésirables et potentiellement amenant à des cancers. Il y a aussi des effets indésirables qu'il ne faut pas oublier, qui sont les effets indésirables sur cible. C'est-à-dire que dans ce cas, Cas9 ne va pas forcément aller couper à un endroit non voulu, il va couper sur sa cible réelle, mais la conséquence de la cassure ne va pas être celle attendue. Par exemple, on peut vouloir aller amener une matrice pour faire une recombinaison, insérer un gène, corriger une mutation de manière précise, mais au lieu d'avoir la recombinaison homologue qui se produit, on peut avoir une réparation par une voie qui rentre en compétition, qui est cette recombinaison par voie non homologue, NHEJ, et dans ce cas, on n'a pas le résultat escompté. On peut aussi avoir des effets sur cible indésirables, tels des réarrangements chromosomiques à grande échelle, qui peuvent être extrêmement problématiques, puisque souvent cancérigènes. Par ailleurs, il a été aussi montré dans quelques articles récents que simplement le fait de faire des modifications sur des cellules, de sélectionner des cellules où les modifications ont marché,
conduit à sélectionner des cellules où certaines voies de régulation qui sont impliquées dans le cancer, comme P53, peuvent être inactivées, simplement parce que ces modifications sont plus efficaces si P53 est inactivé. Donc on va sélectionner comme ça des cellules qui pourraient être cancéreuses. Il y a un dernier risque qui est maintenant bien compris, qui est ce risque de mosaïcisme, qui est que lorsqu'on va faire une modification génétique, eh bien, il est parfois difficile de faire cette même modification génétique dans toutes les cellules de l'organisme. On peut se retrouver avec des organismes hybrides, avec certaines cellules modifiées et d'autres non modifiées. Il y a eu, au-delà de notre meilleure compréhension de ces phénomènes, des progrès technologiques assez importants, notamment sur l'amélioration de la spécificité de Cas9. Donc on est capable par évolution dirigée ou par des approches rationnelles maintenant d'obtenir des variants de ces nucléases qui sont extrêmement précis et en somme, ces effets hors cible sont quasi résolus. En revanche, ces Cas9 qui sont plus spécifiques ne résolvent absolument pas les effets indésirables sur cible. Une technologie récente que Pascal Cossard a également évoquée en introduction, c'est cette technologie d'édition de base, de modification de base, où là on ne va pas faire de cassure dans l'ADN. Le fait de ne pas faire de cassure veut dire qu'on ne va pas faire de cassure sur la cible, on ne va pas non plus faire de cassure hors cible, et ne faisant pas de cassure sur la cible, on évite aussi des problèmes d'effets indésirables sur cible, tels des réarrangements chromosomiques. Ces techniques qui sont apparues à partir de 2016 ont évolué déjà extrêmement rapidement au cours des 3 dernières années. Et j'aimerais citer en particulier cet article de l'année dernière où, donc à la base, la première chose qui a été faite, c'était de développer cet outil afin de convertir une base GC vers une base AT. Ce qu'on est capable de faire maintenant avec ces outils, c'est aussi de faire la modification de AT vers GC. Or, ce progrès est particulièrement important parce que les mutations dans notre génome qui sont responsables de maladies sont extrêmement biaisées. Et en fait, faire cette correction AT vers GC permettrait théoriquement de corriger 48% de toutes les maladies génétiques. Donc c'est un progrès énorme d'avoir ce nouvel outil. C'est aussi une prouesse technologique qui a été faite dans cet article de l'équipe de David Liu à Harvard. Les progrès basés sur ces outils de modification de base continuent. En particulier, lors de la conférence à Hong Kong, David Liu a présenté des résultats extrêmement prometteurs sur le traitement d'une maladie génétique qui s'appelle la progéria, où on a un vieillissement accéléré de l'organisme, donc sur un modèle de souris, avec des résultats extrêmement prometteurs. Il y a eu également une présentation de Junjiang Huan qui montrait la possibilité de corriger avec ces outils des mutations responsables de la bêta-thalassémie chez des embryons humains. Donc les avantages et inconvénients, je vous ai parlé du fait qu'on ne va pas avoir de risque de cassure hors cible et pas de risque de réarrangement chromosomique. Il y a un autre avantage qui est que les techniques, on va dire, traditionnelles CRISPR-Cas9 de cassure-réparation sont des techniques qui en fait ne marchent bien que dans certaines phases du cycle cellulaire. Et en particulier, c'est une technique qui marche mal sur des cellules après la mitose, après qu'elles se soient divisées. Or, ces techniques de modification de base ne souffrent pas de ces inconvénients et donc pourraient permettre de faire des modifications plus efficaces dans des organes développés. La question reste des mutations hors cible, c'est-à-dire que ces techniques de modification de base ne vont pas faire de cassure hors cible, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas parfois introduire une mutation à un endroit non voulu en faisant une modification chimique d'une base à un endroit non voulu. Les recherches sont encore à leurs prémices sur ces questions-là. Il y a des articles récents que j'ai cités ici sur la slide qui semblent montrer que certaines versions de ces outils ont des effets hors cible assez importants, mais que d'autres sembleraient ne pas en avoir. Donc ça reste des pistes extrêmement intéressantes et les recherches continuent et j'ai pas trop de doute qu'on va réussir aussi à améliorer cette spécificité pour ces outils-là dans les années à venir.
Alors, je vous ai présenté un peu le paysage de la boîte à outils et des progrès qui ont été faits sur cette boîte à outils, mais il reste cependant de nombreux obstacles techniques au développement de thérapies. Le premier obstacle, c'est en fait notre compréhension des déterminismes génétiques. Quelles mutations on voudrait introduire chez un patient? Est-ce qu'on comprend réellement les conséquences de l'introduction de ces mutations? Cette question a été abordée à Hong Kong, et notamment par des présentations qui montrent les progrès réalisés, notamment avec le grand nombre de génomes humains qui commencent à être séquencés. Et on est de plus en plus capable d'établir notamment des scores de risque polygéniques qui arrivent à prédire imperfectement, mais quand même dans une certaine mesure, des traits complexes à partir de la séquence du génome. Un autre problème est celui de comment réussir à délivrer ces outils CRISPR-Cas9 dans les cellules qu'il faut modifier. Et c'est vraisemblablement l'obstacle le plus important au succès de ces thérapies. Il y a de nombreuses maladies génétiques, dont la mucoviscidose ou par exemple les risques de cancer du sein, où il y a un déterminisme génétique clairement établi depuis parfois très longtemps. Or, ce n'est pas parce qu'on sait maintenant corriger cette mutation avec CRISPR-Cas9 qu'on va être capable de le faire chez un patient, parce qu'il y a ce problème de délivrer ces outils génétiques. Cependant, les progrès continuent, notamment vers des développements thérapeutiques de ces technologies. Pour contourner ce problème de délivrer CRISPR-Cas9 dans les cellules du corps, les chercheurs et entreprises qui se sont mises sur ces technologies s'intéressent d'abord à ce qu'on appelle des thérapies ex vivo. C'est-à-dire qu'on va aller prélever chez un patient certaines cellules, par exemple des lymphocytes T qu'on va pouvoir modifier pour qu'ils aillent cibler des cellules cancéreuses et guérir certains cancers, dont des leucémies par exemple. Ou alors, on va pouvoir aussi prélever par exemple des cellules souches hématopoïétiques pour aller corriger des mutations responsables par exemple de la drépanocytose ou de la bêta-thalassémie. Sur les traitements CAR-T contre les cancers à modification des lymphocytes T, il y a déjà eu des succès cliniques qui, avant même l'arrivée des technologies CRISPR, maintenant c'est des technologies qui sont employées aussi dans ce cadre-là et qui sont extrêmement promettrices. Pour la drépanocytose, bêta-thalassémie, il y a des essais cliniques qui ont commencé cette année, je crois, dans les deux cas, portés par des labos académiques et des entreprises. Il y a, malgré les difficultés, tout de même des efforts pour faire des thérapies in vivo, c'est-à-dire aller modifier directement les cellules d'un organe développé. On peut citer notamment des travaux qui restent pour l'instant juste précliniques chez des souris, mais notamment pour aller guérir la dystrophie musculaire de Duchenne, avec des résultats très prometteurs chez la souris. Et il y a un essai clinique chez l'homme qui commence également cette année pour guérir une maladie qui s'appelle l'amorose de Leber, qui rend aveugle, et qui sont menés par une start-up à Boston qui s'appelle Editas. Donc, comme je le disais, les progrès vont bon train sur ces technologies. Il y a très peu de débats, disons, par rapport aux questions, à l'éthique d'avancer sur ces stratégies. Tout le monde est plus ou moins d'accord qu'il faut continuer et on va très vraisemblablement guérir des patients, des malades de maladies génétiques avec ces technologies. En revanche, le débat est beaucoup plus houleux quand il s'agit de thérapie germinale. Donc, thérapie germinale, on parle ici de modifier un embryon, donc il s'agit de faire une fécondation in vitro et d'aller modifier l'embryon pour obtenir un bébé génétiquement modifié. On peut penser faire ça comme prévention contre des maladies génétiques graves. Vous voyez ici George Daley, qui est le dean de la Harvard Medical School, qui présente un petit peu ce débat lors du congrès. Donc on peut penser à guérir la maladie de Huntington, Tay-Sachs, la mucoviscidose, cystic fibrosis, sickle cell anemia, en corrigeant ça directement chez l'embryon. On peut penser
modifier des gènes qui vont impacter notre risque de développer certaines maladies infectieuses, comme le sida, comme des maladies, ou alors des maladies, pas infectieuses dans ce cas, mais maladies cardiaques, Alzheimer, cancer, où il y a des déterminismes génétiques relativement clairs qui ont été établis. Et puis après, on peut penser à des choses, cette fois-ci encore beaucoup plus controversées, qui vont être vraiment des améliorations génétiques de l'homme. Aller par exemple avoir quelqu'un de plus musclé, plus grand, changer la couleur de peau, tenter d'améliorer l'intelligence. C'est des choses qui, on va dire, commencent à rentrer dans le domaine du possible. Et alors, au milieu de cette conférence, en fait, même 2 jours avant la conférence, on a eu ce chercheur chinois, He Jiankui, qui a publié sur YouTube cette vidéo que je vais essayer de vous jouer, au moins le début, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. The girls are home now with their mom, Grace, and dad, Mark. Grace started her pregnancy by regular IVF, with one difference. Right after we sent her husband's sperm into her egg, we're also sending a little bit of protein and instruction for a gene surgery. When Lulu and Lala was just a single cell, this surgery removed the doorway through which HIV entered to infect people. A few days later, before returning Lulu and Lala to Grace's womb, we checked how the gene surgery went by whole genome sequencing. The result indicated that the surgery worked safely as intended. Grace's pregnancy was normal, which we monitored closely by ultrasound and blood tests. After birth, we again deep sequencing Lulu and Lala's whole genome. This verified the gene surgery worked safely. No gene was changed except the one to prevent HIV infection. The girl. Bon, je n'ai pas tout à fait le temps de vous montrer cette présentation en entier, je vous encourage à aller la visionner par vous-même, elle est assez instructive, il explique notamment les motivations qui l'ont conduit à faire ces modifications génétiques. Vous imaginez un peu le scandale entre guillemets, et j'avais jamais vu autant de presse et de médias à une conférence. Vous voyez ici Feng Zheng en train de se faire interviewer à ce sujet. Ces modifications faites par He Jiankui ont été condamnées quasi de manière universelle immédiatement après leur annonce. He Jiankui est venu à la conférence de Hong Kong présenter et défendre ses résultats. La première réaction, ça a été est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il l'a vraiment fait? Moi, j'ai absolument aucun doute. Il a quand même présenté des résultats assez solides lors de la conférence. Donc il y a eu tout un tas de critiques. La première est qu'il n'y avait pas de besoin médical à réaliser ces modifications. Donc ce qu'il a fait, c'est modifier un gène qui s'appelle CCR5, qui est un récepteur du sida, afin de rendre donc Loulou et Nana, les jumelles, résistantes au sida. Il l'a fait car le père des jumelles était lui-même porteur du sida, et donc, soi-disant pour empêcher la transmission du virus entre le père et les enfants. Or, on sait très bien que ce n'est absolument pas nécessaire. On est capable notamment de faire par une technique où on va laver le sperme et faire une fécondation in vitro. Les risques sont déjà nuls de transmission du virus du sida. Vous n'avez pas besoin de modification génétique pour empêcher cette transmission. Par ailleurs, en fait, il a présenté ça comme un succès, mais c'était qu'un succès partiel, parce qu'il y avait donc 2 jumelles, Lulu et Nana. Lulu a eu en effet les 2 allèles du gène CCR5 modifié. Nana n'a eu qu'un seul allèle sur 2 modifié. On peut se poser la question, était-il éthique d'implanter cet embryon de Nana, sachant les risques pris par cette technologie Cas9, alors même qu'il n'y a pas eu les effets escomptés, puisque avoir un allèle seulement inactivé de CCR5 ne protège pas contre le sida. Il aurait été beaucoup plus éthique d'aller simplement prendre un autre embryon qui n'avait pas été manipulé avec CRISPR-Cas9. Par ailleurs, il faut aussi soulever que là, la technique qui est utilisée, c'est cette technique
ou va simplement casser et attendre une réparation aléatoire. Et donc les allèles générés de CCR5 en fait n'ont jamais été étudiés et n'existent pas, ou alors à des fréquences extrêmement faibles, dans la population humaine. Il a essayé en fait de mimer un allèle de CCR5 qui s'appelle delta 32, qui est fréquent dans la population humaine, mais les mutations qu'il a réalisées en fait ne sont pas ce mutant delta 32 et n'ont jamais été étudiées. La mutation dans CCR5 pourrait par ailleurs augmenter la susceptibilité à d'autres maladies infectieuses comme le West Nile virus. Visiblement, il y a eu aussi des manquements graves quant à l'obtention de l'accord des patients qui n'avaient pas pleinement conscience des risques associés. Les travaux se sont déroulés dans le secret le plus complet et Jiankui ne pouvait pas ignorer le consensus global qui jugeait de telles modifications comme irresponsables. Et bon, il a actuellement de nombreux soucis en Chine. Les questions éthiques ont bien sûr été abordées et ont pris un intérêt renouvelé suite à ces annonces. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici. Je voulais souligner simplement le fait qu'il y a eu de nombreux rapports dans différents pays qui ont abordé en profondeur ces questions et l'ont fait extrêmement bien. Ces rapports ont été cités à maintes reprises lors des débats à Hong Kong, en particulier le rapport des académies nationales américaines de médecine et de sciences, les rapports du Nuffield Council on Bioethics. On peut citer en France, bon, qui n'ont pas été beaucoup cités à Hong Kong, mais le rapport du comité d'éthique de l'INSERM de 2016 et puis le rapport de M. Ledéo et Catherine Procaccia de l'OPEXT. D'un point de vue éthique, je pense qu'il est quand même important de replacer le besoin médical de ces modifications, et notamment en vue des alternatives qui existent. Il faut voir que pour faire une modification sur un embryon, on est obligé d'abord de faire une fécondation in vitro, puis un diagnostic préimplantatoire, afin de s'assurer que la modification a réellement eu lieu. Il s'agit en fait d'aller prélever quelques cellules de l'embryon après quelques jours, et d'aller vérifier que la modification s'est bien faite. Or, en fait, simplement avec fécondation in vitro et diagnostic préimplantatoire, il est déjà possible de faire en sorte que des parents dont l'un serait porteur d'une maladie génétique aient des enfants sains. Il n'est pas nécessaire de faire des modifications CRISPR-Cas9. Simplement par ségrégation aléatoire des allèles, des parents porteurs de maladies génétiques peuvent avoir des enfants sains. En fait, l'utilisation de la technologie CRISPR-Cas9 ne serait utile que dans des cas qui sont en réalité rarissimes, qui sont des cas où on aurait deux parents tous les deux homozygotes pour un trait récessif, ou alors un parent homozygote pour un trait dominant. Ces cas sont rarissimes. On peut émettre un autre cas qui est que pour certains parents, il est parfois difficile d'obtenir un embryon viable par fécondation in vitro, et dans ce cas, on pourrait penser que faire une modification améliorerait les chances d'obtenir un enfant pour ces patients. Mais il faut réellement se poser la question de, quelle étape on est en train de franchir en tant que société pour aider un nombre de patients d'avoir un enfant propre, mais qui sont extrêmement rares. Sachant qu'il existe bien sûr la possibilité de faire du don de sperme, des dons d'ovocytes, des dons d'embryons, voire l'adoption. Il faut par ailleurs souligner que en fait, la plupart des enfants porteurs de maladies génétiques en fait, sont nés de parents qui ne savent pas être à risque. Et ces parents ne vont pas faire de fécondation in vitro ou de dépistage préimplantatoire. Donc si on veut réellement avoir un impact et empêcher des maladies génétiques chez l'homme, vraisemblablement la meilleure piste est d'améliorer le dépistage génétique pour orienter les parents vers de la fécondation in vitro quand c'est nécessaire. Pour conclure, je voulais mentionner cet article qui a été publié le mois dernier dans la revue Nature, qui a été signé par des grands noms du domaine, Eric Lander, Françoise Baylis, Feng Zheng, Emmanuel Charpentier, Paul Berg, qui demande un moratoire sur les modifications de la lignée germinale.
En particulier, les auteurs proposent un engagement volontaire des nations à interdire la modification germinale pour une période initiale de 5 ans, et ensuite demande qu'il y ait en fait une annonce publique de l'intention d'autoriser certaines applications, au moins 2 ans à l'avance, si un pays décide d'aller vers cette voie. Il demande de déterminer que l'application soit justifiée d'un point de vue aussi bien technique, médical et social, et de déterminer qu'il existe un consensus national pour arriver à cela. Et donc ils émettent la possibilité que ce genre d'initiative, de moratoire, se conduise sous la supervision de l'OMS. Avec ça, on va pouvoir discuter de toutes ces questions. Merci beaucoup.